Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de deux choses qu'on utilise tous les jours sans même y penser. L'énergie et l'eau. Pour nos téléphones, pour manger, pour tout en fait. Mais voilà le problème. Comment on fait pour en avoir assez pour tout le monde, alors que la planète, elle, n'est pas extensible? C'est le grand dilemme qu'on va explorer ensemble. On va partir d'une question toute simple, qui nous concerne directement. Comment on peut continuer à recharger nos téléphones, à jouer en ligne, bref, à vivre notre vie de tous les jours, sans vider les réserves de la planète? La question a l'air simple, mais la réponse, vous allez voir, est beaucoup plus compliquée. C'est le casse-tête qu'on va essayer de résoudre. Allez, on commence par le moteur de notre monde moderne, l'énergie. On en consomme de plus en plus, notre appétit collectif est juste énorme et il ne fait que grandir. Mais à quel prix? Accrochez-vous bien, le chiffre est vertigineux. La demande mondiale d'énergie pourrait carrément doubler d'ici 2030. Pour vous donner une idée, c'est comme si on prenait toutes les usines, toutes les villes, toutes les maisons qui existent aujourd'hui et qu'on en construisait une deuxième version juste à côté. C'est énorme. Et ça s'explique parce que des milliards de personnes accèdent enfin à un meilleur niveau de vie, et c'est une bonne chose. Mais attention, derrière cette explosion de la demande, il y a une injustice immense. Pour 1,5 milliard de personnes, l'électricité, ce n'est pas du tout une évidence. Imaginez vivre sans lumière le soir, sans frigo pour conserver la nourriture, sans les outils les plus simples du monde moderne. Alors, d'où vient toute cette énergie qui fait tourner notre monde? Eh bien, à 80%, la réponse est la même qu'il y a un siècle, les énergies fossiles. Le pétrole, le charbon, le gaz. C'est l'héritage de la révolution industrielle. Un système super puissant, c'est sûr, mais dont on découvre aujourd'hui la facture écologique. Bon, tous ces chiffres mondiaux, ça peut sembler un peu lointain. Pour vraiment comprendre ce dilemme de l'intérieur, on va se pencher sur un cas super intéressant, le Brésil. C'est un géant économique et démographique, et il doit trouver comment alimenter sa croissance qui est hyper rapide. Et là, première surprise, figurez-vous que le Brésil est déjà un champion des énergies vertes. Presque la moitié de son énergie vient de sources renouvelables. C'est un score bien meilleur que la plupart des pays riches. C'est un vrai modèle sur ce point. Mais en fait, le Brésil joue un peu sur deux tableaux. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'or noir, le pétrole. Pour être indépendant, le pays a investi massivement pour aller chercher d'immenses réserves de pétrole au fond de l'océan. Et ça a marché, ils sont devenus autosuffisants en 2006, une vraie prouesse technique. Et de l'autre côté, il y a la puissance de l'eau. Le Brésil a misé sur ses fleuves gigantesques pour produire de l'électricité. Le barrage d'Itaipú, par exemple, c'est un monstre de béton et d'acier, un des plus puissants du monde. Il peut alimenter des dizaines de millions de personnes à lui tout seul. Mais voilà, cette ambition, elle a un prix. Et ce prix, il est souvent social et environnemental. Le barrage de Belo Monte, construit en plein cœur de la forêt amazonienne, est devenu le symbole de ce terrible dilemme. Cette citation du journal Le Monde résume parfaitement le conflit. C'est un choc frontal entre le besoin de développement, d'avoir de l'électricité pour les usines et les villes, et la nécessité de protéger un environnement unique et les peuples qui y vivent. Le choix est vraiment cornélien. D'un côté, on a de l'électricité pour 18 millions de personnes et des milliers d'emplois. De l'autre, on détruit une partie de la forêt amazonienne et on chasse des peuples de leurs terres ancestrales. Faut-il privilégier l'un ou l'autre? Il n'y a vraiment pas de réponse facile à cette question. Ok, on a parlé de l'énergie, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. L'autre ressource, tout aussi vitale pour la vie et le développement, c'est l'eau. Et là aussi, la situation est tendue. On l'appelle la planète bleue. Et pourtant, l'eau qu'on peut vraiment boire et utiliser est incroyablement rare. Imaginez que je pose 100 bouteilles d'eau devant nous. 97 seraient remplies d'eau salée, impossible à boire. Il ne resterait que 3 petites bouteilles d'eau douce. Et c'est avec ça qu'on doit faire vivre 8 milliards d'humains. Alors, comment on fait quand ces 3% d'eau douce vient à manquer? L'histoire de Singapour est une leçon d'ingéniosité incroyable. Cette toute petite île, super peuplée et sans aucune ressource naturelle, a dû littéralement inventer son eau pour pouvoir survivre. Leur solution s'appelle New Water. L'idée peut paraître un peu étrange au début. Ils prennent toutes les eaux usées, celles de nos éviers, de nos douches, et ils les transforment en une eau plus pure que de l'eau de source. Grâce à des filtres super puissants et un traitement spécial, chaque goutte est recyclée à l'infini. C'est un cycle parfait en fait. Du Brésil à Singapour, on voit bien que des solutions existent. Mais on voit aussi qu'elles sont compliquées et qu'il faut faire des choix difficiles. Alors comment on passe de ces exemples isolés à une vraie stratégie globale, pour un futur qui soit durable pour tout le monde? En gros, les pistes d'action se dessinent autour de deux grands axes. D'un côté, il faut de l'innovation et des décisions politiques, développer à fond les énergies renouvelables et imposer des économies d'énergie. Et de l'autre, ça nous concerne tous, il faut un changement de comportement, protéger la nature et repenser notre façon de consommer. C'est un effort à la fois global et très personnel.
Allez, pour être sûr que tout ça est bien clair, on va faire un petit résumé des idées et des chiffres les plus importants. C'est un peu la partie à retenir pour le contrôle. D'abord, les énergies fossiles. Facile, c'est le pétrole, le charbon et le gaz. C'est l'énergie qu'on va chercher sous terre. Elle est super puissante, mais elle n'est pas renouvelable et c'est la cause principale du réchauffement climatique. C'est un peu l'énergie du passé. À l'opposé, on a les énergies renouvelables. Là, c'est l'énergie qui vient du soleil, du vent ou de la force de l'eau. Ces sources se renouvellent tout le temps, elles sont propres et inépuisables. C'est l'énergie du présent et surtout du futur. Et le concept qui englobe tout ça, c'est le développement durable. La définition peut paraître compliquée, mais en fait l'idée est toute simple. C'est répondre à nos besoins aujourd'hui, mais sans voler les ressources de ceux qui arriveront demain. C'est trouver un équilibre entre nous et nos futurs enfants. Et enfin, quelques chiffres pour bien fixer les idées. Retenons ce 1,5 milliard de personnes qui attendent toujours d'avoir l'électricité. Souvenons-nous de nos 3 petites bouteilles, les 3% d'eau douce pour toute la planète. Prenons exemple sur le Brésil, avec ses 45% d'énergie renouvelable. Et gardons en tête que l'agriculture boit 70% de notre eau douce. Chaque chiffre, en fait, raconte une partie de l'histoire. Pour conclure, on a vu que la gestion de l'énergie et de l'eau est un vrai puzzle mondial, fait de choix très difficiles, mais aussi d'innovations pleines de promesses. La question de départ, c'était comment recharger nos téléphones. Maintenant, la question finale, elle est peut-être un peu plus intime et elle s'adresse à chacun de nous. Quels petits gestes, quels petits changements dans nos habitudes on pourrait faire dès demain pour, à notre échelle, faire une différence ?